Une fois la tumeur enlevée, il n'a plus de symptômes de maladie, quoi. Il est en pleine forme, il est condamné mais en pleine forme. Et donc il faut vivre avec ça, vivre avec l'épée de Damoclès, la certitude qu'on n'aura pas de petits-enfants, la certitude qu'il ne se mariera pas, la certitude qu'il est... Mais il faut trouver de la joie dans chaque jour. Je m'appelle David, j'ai bientôt 45 ans, je suis le papa de César. César est un petit garçon qui, à 8 ans, a déclaré un neuroblastome métastatique de stade 4, un cancer du système nerveux central. Et malheureusement, après 2 ans de traitement de maladie, il est décédé. Et suite à son décès, j'ai souhaité m'investir dans cette cause-là. Et il y a eu tout un chemin pour finalement aboutir à accompagner les enfants dans, on va dire, dans le palliatif, c'est un mot un peu technique, mais sur la fin de leur vie, d'essayer de donner de ne plus chercher à essayer d'avoir du temps dans la vie, mais d'apporter de la qualité dans la vie. Et puis surtout, j'ai fait la rencontre d'une association qui s'appelle Le Point Rose, qui accompagne les parents dans leur deuil. Et donc le deuil, on parle plutôt de résilience, parce qu'on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Faire le deuil d'un enfant, passer à autre chose, ça n'existe pas. On continue à vivre avec son enfant, mais différemment. Ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais je parle souvent de César au présent, parce qu'il m'accompagne dans ma vie de tous les jours. Diagnostiquer un cancer chez l'enfant, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on le diagnostique souvent assez tard, notamment pour César, c'était à son stade 4, c'est-à-dire le stade métastasé, quand le cancer devient quasiment incontrôlable, parce que c'est pas la première chose que va rechercher un pédiatre chez un enfant, le cancer. César a été très fatigué, alors que c'était un enfant qui était très énergique et plein de vie, et on a décidé de faire une prise de sang. Et la prise de sang faite, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant qu'il fallait que j'aille à la Timone à Marseille en urgence. Je me suis fait accompagner parce que j'arrivais plus à prendre le volant de la voiture. Pour avoir le diagnostic final, il a fallu à peu près 10 jours. C'est un neuroblastome métastatique. Qu'est-ce que c'est un neuroblastome métastatique? Alors, d'une manière assez pédagogue, il nous oriente, il nous explique que c'est un cancer du système nerveux central, mais qui a une tumeur sur la glande surrénale. Donc là, on se dit, c'est quoi la glande surrénale? J'avais jamais entendu parler de ça. À quoi ça sert? On dit, voilà, c'est ce qui va gérer en gros tout le fonctionnement du corps. Tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre sans avoir à y réfléchir en gros. On nous avait quand même rassurés en nous disant, ne vous inquiétez pas, les cancers sont très bien traités aujourd'hui, et c'est vrai, en soi. Comparé à il y a une quarantaine d'années, on arrive à guérir 80% des enfants, ou en tout cas leur offrir une espérance de vie à 10 ans. La réalité est que, oui, le cancer aujourd'hui, c'est à peu près 2500 diagnostiqués par an chez l'enfant. C'est la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Donc on est projeté dans ça. C'est pas quelque chose qui est progressif. Là, tout de suite, on est pris en charge et il y a une très très bonne prise en charge. Ça, on peut pas le. Mais on n'est pas programmé, nous parents, pour connaître ça. On est absorbé, avalé par un système qui n'est pas le nôtre, et de suite, il faut se mettre dans un mode de combat. J'avais l'impression d'être lancé sur l'autoroute, à 200 km/h dans une voiture, la pédale d'accélérateur bloquée, et qu'on me dise, voilà, on va juste vous ouvrir les barrières au péage. Et vous, quelle que soit la circulation, on ne vous arrêtera pas. Il fallait prendre des décisions. Les décisions qu'on nous a demandé de prendre, par exemple, ça a été de choisir un traitement. Au bout d'une semaine, on diagnostique et on nous dit, voilà, il y a le protocole européen, il y a le protocole américain, sauf que pour avoir accès à l'un ou à l'autre, c'est randomisé. C'est-à-dire que c'est un tirage au sort. Est-ce que vous acceptez de faire partie du protocole? Lequel est le meilleur? C'est pas la question. De toute façon, vous n'avez pas accès ni à l'un ni à l'autre si vous ne donnez pas votre accord pour faire partie de cet essai clinique. Donc on dit on peut réfléchir, il faut le dire maintenant parce que la pharmacie de l'hôpital, on est vendredi, va fermer. Donc si vous voulez que les chimios soient prêtes demain, il faut choisir. Vous apercevez qu'il va falloir commencer à faire confiance. C'est là que le lien de confiance avec l'oncologue, le médecin, le personnel de santé doit se construire. Ça, c'est très important. Et donc, la vie qui s'organise autour de l'enfant est compliquée. Sa maman s'est arrêtée de travailler, je me suis arrêté de travailler. On s'est mis autour de lui, il y a des baisses de revenus, donc il faut trouver des alternatives. Il y a le problème du logement, parce que la pédiatrie se concentre sur les grandes villes. Nous encore, on était chanceux, on n'était pas très très loin, on était à une 50aine de kilomètres. Mais vous ne voulez pas dormir à 50 km de votre enfant qui est en train de subir une chimio, qui est en train de subir une greffe, donc vous dormez dans votre voiture. C'est éprouvant.
c'est éprouvant en tant que parent, la douleur de voir son enfant malade, la douleur de ne pas pouvoir récupérer, parce que tout simplement vous vous fatiguez énormément, soit par les allers-retours que vous faites en voiture, soit par le fait de vivre mal. Donc, et heureusement, il y a des associations, il y a des fondations qui nous aident dans ça. Mais si on n'avait pas ça, l'hôpital, malheureusement, n'est pas adapté aujourd'hui pour que la vie se fasse autour de l'enfant. Un parent a le droit de rester à côté de lui, mais pas les deux parents. Dans un monde idéal, il faudrait que la famille puisse être réunie autour de l'enfant. Au départ, on se dit c'est un enfant, donc il faut absolument avoir plus de force que lui. Et rapidement, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est l'enfant qui nous rassure. L'enfant, lui, est très rapidement conscient de la gravité des choses. César avait 8 ans quand il était diagnostiqué, donc on est en âge de comprendre que quand on commence à faire des ponctions lombaires, c'est que ça doit être grave. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on nous a conseillé de faire, et je conseillerais aussi, c'est de ne jamais mentir à l'enfant non plus. Donc c'est grave, mais il y a des solutions et on va se battre. Et on va se battre ensemble. Il y a des formes de neuroblastome qui se soignent très très bien et d'autres formes, comme celle de César, qui se soignent absolument pas. César, en gros, il a eu un protocole qui s'est super bien passé, le protocole de base. Donc, c'est-à-dire chimiothérapie, chirurgie, greffe, ensuite les rayons et l'immunothérapie. Donc l'immunothérapie qui est une avancée majeure et qui est censée faire partie des traitements d'avenir du cancer, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Dernière cure d'immunothérapie, César fait des espèces de crises d'épilepsie. On a pu en compter en 1 heure une douzaine. Et donc je dis au médecin, je dis écoute, il y a un souci, là, c'est des crises d'épilepsie, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire un scan. Il me dit mais non, il n'y a pas de scanner à faire, le neuroblastome est un cancer qui n'atteint pas le cerveau. La barrière encéphalique fait qu'il ne peut pas passer. Eh ben, c'est passé. Donc César a fait une rechute à la fin de son traitement initial. Une tumeur cérébrale s'est déclenchée. Le cancer avait dépassé cette barrière-là. Et là, on sait sur le neuroblastome que la rechute ou ce type de comportement-là, ça devient très 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 compliqué. Donc bon, là, il y a chirurgie pour enlever la tumeur. Bon, le bas de combat, on envoie la tumeur pour l'analyser, savoir ce que c'est pas. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est vraiment du neuroblastome, on ne sait pas si c'est un nouveau cancer. Donc là, il avait été déclaré en rémission à ce moment-là quand même. Là, vous avez l'expérience des parents qui sont déjà passés par là, vous avez la littérature scientifique qui vous dit que si ce traitement-là qui fonctionne pas, il y a de très fortes chances que plus rien ne fonctionne. On ne parle pas encore de palliatif, mais on sent chez les médecins quand même que, bon, voilà, ça sent guère bon. On prend la chirurgie quand même, c'est pas forcément la meilleure période qu'on ait pu passer. L'impression d'avoir un peu menti à César en lui disant ça y est, c'est bon, il y a la rémission, il comprend pas trop. Mais il dit, moi je vais me battre. Moi intérieurement, je voyais quand même que les chances se réduisaient. Et donc dans ces cas-là, on commence à se dire, ben voilà, il faut apporter quand même de la qualité au jour. Donc on fait appel à des associations qui exercent des vœux d'enfants. Il veut aller aux eaux de Beauval, on va aux eaux de Beauval. Il a envie de jouer à la play jusqu'à 3h du matin, il joue à la play jusqu'à 3h du matin, il ne veut pas se brosser les dents, il ne se brosse pas les dents, quoi. Enfin, voilà, il y a toujours un brin d'espoir qui circule dans les couloirs, mais je le sens plus. Et donc du coup, moi c'est de me dire, voilà, chaque minute qui compte, c'est une année, quoi. Et on prend du souvenir, il faut engranger du souvenir, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas, c'est genre, j'ai réalisé mon rêve de gosse, ben non, là, tu réalises 10 rêves de gosse dans la journée, quoi. Tu n'as pas le temps. Puis un jour, tu as un rendez-vous avec le médecin, et puis tu t'aperçois qu'il y a un médecin que tu connais pas dans le... Bah ouais, c'est le palliatif qui est là, ouais. Fin de vie. Jusque-là, tu étais en mode, depuis le jour du diagnostic, je vais me battre. Et là, tu dois rentrer en mode résilience. Donc on rentre dans cette période de palliatif, et qui est bizarre parce que, une fois la tumeur enlevée, il n'a plus de symptômes de maladie, quoi. C'est-à-dire que la maladie va évoluer, mais on ne sait pas quand. Donc il est en pleine forme. Il est condamné, mais en pleine forme. Et donc il faut vivre avec ça, vivre avec l'épée de Damoclès, la certitude qu'on n'aura pas de petits-enfants, la certitude qu'il ne se mariera pas, la certitude qu'il est... Mais il faut trouver de la joie dans chaque jour. Et donc on avance. J'ai des beaux souvenirs de cette époque-là. Puis un jour, il y a une nouvelle crise d'épilepsie et il y a un symptôme totalement anodin. Il me dit j'ai des fourmis dans les jambes. Wow. Et on avait rendez-vous chez le médecin et je vois le regard du médecin qui est très
Et donc là, comme d'habitude, il nous laisse annoncer les choses à César, donc il demande à César d'aller jouer dans la salle, et puis on en parle, et il nous dit là, il y a un problème, quoi. Les fourmis dans les jambes, c'est des problèmes neurologiques. C'est qu'il y a une tumeur quelque part, ou des nodules, et là c'était des nodules, c'est des toutes petites tumeurs, les nodules. Et il nous dit, voilà, ce qui va se passer, c'est que les nodules vont grossir, et il va se paralyser. On vit avec l'avancée de la maladie, on vit avec ces fourmis qui sont persistantes et qui augmentent, et j'ai pas le droit de flancher, j'ai flanché, mais j'ai essayé de pas flancher devant lui. En tout cas, parce qu'il est là, il se bat, et comment moi, je vais dire c'est terminé. Et le moment, ben ouais, il faut rentrer à l'hôpital, quoi. Donc là, c'est un peu la bagarre avec l'hôpital, parce que c'est un peu le préalable à ce que je souhaite faire aujourd'hui, en fait. Mais il n'y a pas de lieu idéal pour mourir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le lieu qu'on veut bien, où on veut bien être. Nous, la famille était éclatée parce qu'on était séparés avec la maman, donc on n'avait pas de maison commune, donc il était hors de question pour nous que de faire le palliatif à la maison. L'hôpital prenait, lui, l'hospitalisation à domicile pour le palliatif. Donc il a fallu un peu se bagarrer pour que l'hôpital accepte qu'on reste sur une période assez longue. Je ne veux pas faire de procès d'intention à l'hôpital, loin de là. Mais en tout cas, on a senti comme une espèce d'abandon en ce moment-là. Là, on voyait des médecins tous les jours. Mais en tout cas, l'hôpital n'était pas adapté. Pour la douche de César, il s'est paralysé au fur et à mesure. La douche couchée, c'était une possibilité d'une fois par semaine et il fallait traverser le couloir. César a un petit chien, un cavalier King Charles. Il voulait le voir, il n'a pas pu le voir. Il ne peut pas monter décemment un chien dans un service où il y a des enfants qui ont le cancer, je comprends, mais il faut connaître la Timone pour comprendre que le hall de la Timone enfant, c'est pas fait pour recevoir un enfant alité, mourant, c'est pas digne. Et donc, pour moi, il y avait des problèmes comme ça. D'autres parents en ont soulevé d'autres. C'est là où, avec d'autres parents, on s'est dit, il y a un tiers-lieu qui pourrait exister, comme ça existe en Angleterre, comme ça existe au Canada, en tout cas, ils appellent ça des hospices, qui seraient des maisons de fin de vie, où ça existe pour les adultes en France, mais ça n'existe pas pour l'enfant, où on pourrait recréer la cellule familiale dans des pavillons. Et j'ai fait la rencontre de Nathalie Paoli, la présidente du Point Rose, qui recherchait une maison pour accueillir le Point Rose, plutôt axée sur le deuil parental. On en est arrivé au constat que préparer la résilience des parents, donc du deuil parental, c'était aussi faire en sorte que le départ de l'enfant se fasse bien, en tout cas pour ceux qui vivent la maladie, et de se dire, mettons en place un lieu où on va pouvoir accompagner ces familles, enfants, parents, fratries. Aujourd'hui, on a des moyens qui nous ont été proposés. Il faut qu'on trouve encore énormément de moyens financiers derrière. Mais on le voit, il y a des médecins qui sont intéressés, il y a des infirmiers qui sont intéressés, il y a des psys qui sont intéressés parce que c'est une autre approche. César posait des questions et quand il les posait, j'y répondais. Voilà. Donc, effectivement, la question de je vais mourir est venue. C'est une conversation qu'on a eue, lui et moi. Mais c'est oui, comme je vais mourir, tu vas mourir. Et oui, donc on se retrouvera. Pour César, c'était trop long de dire voilà, on ne se reverra pas. Mais je lui dis ça va être long pour moi. Tu as de la chance, toi tu vas vivre l'éternité et d'un claquement de doigts tu vas me voir arriver. Moi ça va être un peu plus long. Les mois, voire les années qui suivent sont compliquées, quoi. On en est à un tel degré de je sais, il n'y a pas de mots. Souvent, on nous dit, j'ai pas les mots pour vous, mais je peux t'assurer que, parents l'ayant vécu, même nous, on n'a pas les mots, quoi. Le sol s'ouvre sous tes pieds et t'es absorbé, donc il faut remonter, quoi. Et je me suis dit, voilà, si lui, pendant presque 2 ans, a réussi à garder autant de force, comment moi, là, maintenant, je vais... ça ne marche rien, je suis en bonne santé. Puis honnêtement, de toute façon, t'as tout perdu, donc qu'est-ce que tu veux qu'on t'enlève de plus? Ta vie, c'est une feuille blanche. Il y a tout à refaire. Et le temps de la reconstruction est long et fragile. Moi, je suis quelqu'un où, il y a des moments où je reviens sur des bases beaucoup moins solides. Je suis un peu comme un équilibriste, assuré, et je suis assuré de marcher sur ce fil, et j'ai l'assurance de pouvoir marcher sur un fil, mais je fais attention parce que je sais qu'il y a le précipice qui est à côté, quoi. La question du pourquoi, c'est quelque chose qui peut très très vite hanter un parent. À savoir, parce qu'on n'a jamais vraiment la réponse au pourquoi. Et même si on l'avait, si demain moi on me disait voilà c'est tel produit qui a déclenché ce cancer-là chez votre enfant, et si c'était moi qui étais à l'origine de cette mise en contact. Mon moteur principal, c'est ce que m'a donné César quand il est né, et c'est ce que m'a donné César durant toute sa vie, et c'est ce que me donne César encore aujourd'hui, c'est l'amour. Et je voudrais absolument pas que le moteur de ma vie pour le temps qui me reste
soit un moteur de colère, de revanche, de haine. Non, parce que de toute façon, rien ne viendrait l'éteindre. Demain, on me dirait, voilà, c'est cette chose-là, avec tel responsable, qui a provoqué la maladie de César et la mort de César. Qu'est-ce qui va venir me rassurer? Qu'est-ce qui va venir m'apaiser? C'est pas ça. La seule chose qui pourrait m'apaiser, en tout cas, c'est de se dire, ben voilà, d'autres enfants n'auront pas à le subir. Ça, oui. Je suis plus aujourd'hui sur une philosophie me disant, ça devait être comme ça. Un peu sur le Mektoub, c'est inscrit, c'est comme ça. Et c'est dur, mais il y a une raison à ça. De ce qui t'a été donné, aussi dur que ce soit, faisant quelque chose pour toi et pour les autres. Je me suis aperçu qu'on avait des problématiques qui ne relèvent pas de l'intention et de la force de recherche, mais qui sont simplement de dire, voilà, prenons soin de nous les uns les autres. Ça va être mieux accompagné à l'hôpital, ça va être de financer des problématiques de logement, ça va être de financer ce genre de choses, ou même faire des groupes de parole pour dire, ben voilà, vous n'êtes pas seul, on est passé par là, on peut vous accompagner dedans. Ça, c'est des choses, il y a un impact qui est immédiat et réel. Et on ne dit pas on essaie de guérir le cancer. Non. On vous accompagne et ce que vous vivez, c'est difficile, mais on peut faire en sorte que ce soit un peu moins difficile. Non, ma démarche, elle a plutôt été en ce sens-là. Plutôt en ce sens-là. Et c'est par rapport à ce qu'on a vécu et pas parce qu'on a vécu individuellement. Ça serait que mon ressenti vis-à-vis de l'hôpital, que mon ressenti vis-à-vis de la pression sociale ou autre, ça serait pas grave. Mais je vois que c'est le quotidien de beaucoup de familles. On ne peut pas rajouter de la douleur à la douleur. Mais c'est une belle image, dans le sens où voilà, la douleur, elle est là. Bon, essayons de faire en sorte que les choses soient plus simples pour les enfants et les familles. Je fais partie quand même des personnes qui ont eu de la chance parce qu'avec un bon entourage familial, un bon entourage d'amis et un employeur qui a entendu ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le cas de toutes les familles. Donc il faut protéger aussi le statut des parents. Interdire le licenciement d'un parent pendant la durée de maladie de son enfant, là ça paraît normal, mais c'est des choses qui sont à l'étude. Faire en sorte que les créanciers ne puissent pas saisir un bien immobilier pendant la durée de la maladie de l'enfant parce que le parent ne peut plus payer les traites de la maison, ça paraît absurde. Mais des parents sont saisis pendant la durée, parce qu'ils doivent arrêter de travailler. Bon, on dira, voilà, ils vendent. Mais est-ce que la qualité de vie de la famille doit être touchée parce qu'ils ont eu la malchance d'avoir un enfant malade? Non. Donc tout ça, c'est des choses qui se doivent d'être mises en place. Là, mon histoire, moi, elle est triste, ok, César est décédé. Bon, moi, elle m'a enrichi, et ce qui était important, c'est ce qui s'est passé avant. Et mon action, aujourd'hui, elle est pour les vivants. Pour que ce ne soit pas vain, ce qui s'est passé, c'est que ça serve à d'autres. Et je pense foncièrement que même si notre vie d'avant n'existe plus, ça il faut s'en rendre compte, c'est que celle qu'on continue à construire, ou qu'on reconstruit en tout cas, n'est pas forcément mise sous le sceau de la douleur et de la souffrance. Et je ne supporte pas, moi, quand on me dit je ne sais pas comment tu fais, ou à ta place je serais mort. Non, c'est pas surhumain ce que je fais. La plupart des personnes auraient eu la même démarche d'aider leur enfant malade et auraient la même démarche après. Si on n'a pas de manière innée ces ressources-là pour pouvoir le faire, on peut les acquérir et on n'est pas des boulets pour la société. On n'est pas des personnes aigries et méchantes. Au contraire, on est des richesses derrière parce qu'effectivement, avec ce qu'on a traversé, on est capable de résilience et on peut apporter à des personnes qui traversent des moments un peu difficiles la preuve, par A plus B, que c'est possible. Mais ça se construit, et ce projet-là, le projet du domaine de Conclué, parce qu'il a un nom, il a un lieu, il est à Istres, il est en cours de structuration, parce que c'est énorme. Au départ, on ne pensait pas que ça devienne aussi gros, on était vraiment que sur la résilience des parents, on pensait faire un petit centre entre nous, puis on nous a proposé un domaine de 28 hectares, on nous a proposé de nous aider à bâtir des pavillons, on nous a proposé de nous aider dans l'accompagnement du palliatif, puis il y a des tas de gens qui se joignent là-dessus. Moi, je suis qu'un instigateur, je suis le porte-voix de César qui a suggéré ça. Je suis pas ce projet, c'est quelque chose qui va vivre et grandir grâce aux nouvelles familles qui vont arriver, grâce aux gens qui ont envie de s'y intégrer. C'est pas moi. Moi, j'ai été le témoignage, le témoin de tout ça, mais je veux juste être le garant que ce soit quelque chose qui
qui se passe bien, qui apporte quelque chose. Voilà. Et que les familles voient cet endroit-là comme un phare dans la nuit, dans cette espèce de ténèbres où on est propulsé, parce que ce soit pour l'annonce de la maladie, du palliatif ou après le décès d'un enfant, ouais, c'est un peu comme si d'un coup d'un seul, la nuit s'abattait sur vous. Hein. Et là, ben ouais, il faut y aller. Expliquer le projet de la maison, c'est encore compliqué aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une démarche, on va dire, alors j'aime pas ce terme-là, mais c'est comme un laboratoire aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que le palliatif pédiatrique, la fin de vie de l'enfant est abordé soit à la maison, soit à l'hôpital, n'est pas abordé dans ce schéma-là, en tout cas en France, hein, ça existe au Canada et en Angleterre, mais tout va s'inscrire au fur et à mesure. Là aujourd'hui, on imagine à terme pouvoir accueillir 6 à 8 enfants en palliatif, grand maximum. Il faut qu'il y ait une relation individuelle avec chaque famille, donc ça ne peut pas se faire dans des grosses structures. Et à côté de ça, on compte accueillir des enfants qui ne sont pas forcément en palliatif, et des familles, ou des familles qui sont dans la phase de deuil, dans ce qu'on appelle des séjours de résilience ou des séjours de répit. Et donc là, on serait à peu près sur un accueil, je pense, d'une quinzaine de familles. On ne peut pas dire aujourd'hui si les hôpitaux vont nous faire confiance, on ne peut pas savoir si les familles vont nous faire confiance, combien de temps ça va prendre pour que cette confiance-là s'instaure. On sait qu'on est bien accompagné par des médecins, par des psychologues, par les services publics, par les hôpitaux. Certains, on commence à avoir des relations avec eux, mais c'est difficile aussi pour eux d'entendre « Tiens, il va se créer ça, ça veut dire quoi? Qu'on fait mal les choses ?» Nous, c'est pas le message qu'on veut leur envoyer, vous faites pas mal les choses. Simplement, en tant que parents, on a imaginé cet endroit-là, non pas pour venir pallier des carences médicales, mais pour venir pallier des carences notamment d'hôtellerie et de travailler sur des choses sur lesquelles l'hôpital n'est pas habitué à travailler. Sur de l'équithérapie, on ne peut pas mettre un cheval dans un hôpital. Enfin, la zoothérapie dans sa globalité, la naturothérapie, parce que c'est vraiment, ou la sylvithérapie avec les arbres, il y a de grandes forêts à cet endroit-là, c'est des choses qui ne peuvent pas avoir lieu à l'hôpital où on venait passer un week-end, une semaine. L'objectif est là. Et pour les parents, de la même manière, c'est de leur dire venez souffler et venez trouver les ressources qui vous manquent à cet endroit-là, elles sont là. Si vous voulez aider le projet, vous pouvez aller sur le site du Point Rose, www.lepointrose.org, et vous avez toute l'explication sur comment adhérer au Point Rose ou faire un don au Point Rose et l'explication de ce que sera la maison du Point Rose. Et chacun d'entre nous, on peut faire des choses, et l'essentiel, c'est à la hauteur de ce qu'on peut faire, de le faire. Voilà. Et si c'est 1 heure qu'on va donner dans l'ensemble de sa vie, c'est cette heure qui compte. C'est pas de le faire. Il n'y a pas à juger l'engagement de quelqu'un sur le court ou le long terme. Et c'est de se dire à un moment donné, à un instant de sa vie, de dire je vais faire un truc qui me rapporte rien. C'est l'essentiel.